Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours au salon Bipositive à Lyon, c'est le premier jour. Et on attaque l'après-midi avec deux invités pour parler du travail sur un bâtiment qui sera labellisé ou certifié. En gros, on va se poser la question de savoir si ça change quelque chose pour les entreprises. Si oui, qu'est-ce que ça change? Et puis, on se posera aussi la question de savoir si ça améliore réellement la qualité du bâtiment, si on constate par exemple avec l'AQC qu'on a moins de sinistralité. Alors, à ma gauche, M. Philippe Estingois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'AQC. L'agence qualité et construction. L'agence qualité et construction, c'est ce que j'allais vous demander. Dites-moi un petit peu ce que c'est exactement, qu'est-ce que vous faites et combien avez-vous de... Comment ça se présente en termes d'organisation? Alors, l'agence qualité et construction, c'est une association, loi 1901, qui regroupe l'ensemble des acteurs donc, de la construction au travers de leurs instances et qui a pour vocation de faire la prévention des désordres dans la construction et le développement des pathologies. Donc, pour ce faire, elle dispose d'un observatoire donc, avec différentes composantes et puis elle agit donc, sur les produits et sur les techniques de construction et sensibilise les acteurs sur un certain nombre de techniques de construction. Voilà, on essaie de voir si ça marche bien, puis si ça ne marche pas bien, on essaie de dire comment faire mieux. Tout à fait. En face de vous, Monsieur Daniel Jacquemot. Monsieur Jacquemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire technique chez Qualibat. Alors Qualibat... Qualibat, c'est l'organisme de qualification des entreprises du bâtiment en France. Donc on qualifie près de 70 000 entreprises. Donc ces qualifications en fait sont attribuées par des commissions. Donc les commissions qui regroupent là, des représentants des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des représentants des entreprises et puis qui prennent les décisions de qualification à Qualibat. Donc il y a plus de 400 qualifications 400 différentes. Qualifications, hein, c'est quelque chose... Qualibat, ça prend de l'ampleur, non? On est passé en 4-5 ans de 30 000 entreprises effectivement à 70 000. C'était directement lié au développement du RGE. Alors... RGE, label de qualité, tout ça, ça a une influence sur la manière de concevoir, de construire. Alors on va s'intéresser là à l'aspect entreprise et pas du tout à l'aspect conception, mais je pense que ça a quand même un rapport. Sur cet aspect entreprise, qu'est-ce que ça implique pour une entreprise qui va travailler sur un bâtiment labellisé? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire ou est-ce que finalement ça se passe comme d'habitude? Je ne pense pas quand même que ça se passe comme d'habitude. Déjà, il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs certifications d'ouvrages qui existent. Il y a des certifications françaises, bien sûr, très connues comme HQE, comme BBC Finergie, Finergie Plus, BBCA. Et puis, il y a aussi des certifications d'ouvrages étrangères, comme LEED, BREEAM, WELL. Donc, dans un tout premier temps, le maître d'ouvrage, lui, doit choisir la certification qu'il veut imposer à son bâtiment. Je veux faire cette certification. Des fois, on en voit deux. Oui, effectivement, il y en a qui peuvent être LEED, par exemple, et puis qui peuvent être NFHQE, par exemple. C'est des bâtiments qui ont les deux certifications. Donc, généralement, le maître d'ouvrage, une fois qu'il a choisi la certification, la plupart du temps, il va effectivement aussi s'associer avec une entreprise, une AMO, une assistance maîtrise d'ouvrage, parce qu'il a rarement les compétences en interne pour mener à bien un projet. Donc, et après, une fois qu'il a choisi la certification et que les entreprises sont choisies, l'entreprise qui est choisie, elle aussi, souvent, va utiliser une assistance, une AMO elle aussi. Donc un bureau d'études en fait spécialisé. Un bureau d'études spécialisé qui va lui permettre de l'aider dans cette démarche. Parce que ça c'est systématique, vous pensez? Il faut que ça se fasse systématiquement? Alors où elle a effectivement un bureau d'études, elle prend un bureau d'études en AMO, où effectivement elle a des compétences en interne. Et il y a effectivement un certain nombre de majors du bâtiment qui ont les compétences en interne pour répondre sans passer par un bureau d'études extérieur. Donc ça c'est la première chose. Donc première chose finalement différente, on va dire, que si je travaillais sur un chantier lambda. Second choix, seconde étape. Après, pour toutes les certifications d'ouvrage, il y a un certain nombre de cibles assez souvent. Donc il faut effectivement choisir les cibles. Et une fois que les cibles seront choisies, elles vont avoir un impact après sur les choix des techniques mises en œuvre. Donc c'est pas non plus comme on peut pas... Quand on a choisi la certification, on ne peut pas forcément utiliser les mêmes techniques de travaux qu'on aurait choisi sur un immeuble standard. Donc ça a aussi une influence sur les choix techniques derrière. Sur les choix techniques. Donc ça, les choix techniques sont faits à la fois sont faits en commun, mais l'entreprise, elle va peut-être devoir aller plus loin, se former davantage sur certains aspects techniques qu'elle ne maîtrisait pas auparavant. Alors il y a différents points. Il y a déjà, en tout premier lieu, en fait, il y a les entreprises qui effectivement
travaillent pour des certifications d'ouvrage doivent effectivement déjà signer un engagement. En fait, c'est un engagement un peu comme les engagements Qualibat pour les entreprises qui demandent à être qualifiées. Donc là, l'entreprise qui effectivement va réaliser des travaux dans le cadre d'un ouvrage qui est certifié, elle va s'engager, et notamment elle va surtout s'engager au résultat final. Voilà, elle va s'engager au résultat final. Là, c'est une sorte d'engagement. Voilà, moi, X, je m'engage à ce que les choses soient faites de telle et telle manière et que ça rentre dans le cadre de mon label ou de la certification, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et la plupart du temps aussi, les entreprises, généralement, elles seront obligées de mettre en place une organisation quand même particulière. Et c'est vrai que celles qui sont certifiées système qualité, ou que ce soit les certifications Qualibat ou toute certification ISO 9001, seront sans doute favorisées pour travailler sur des ouvrages labellisés. Oui, parce que finalement, elles ont en interne, elles ont développé déjà cet aspect qualitatif. Tout l'aspect documentaire, en fait, pour une certification d'ouvrage est très important. Il y a des allers-retours entre l'entreprise et le certificateur d'ouvrage. Et celles qui maîtrisent parfaitement leur gestion documentaire, elles seront effectivement quelque part un peu favorisées. Alors ça, c'est l'aspect, on va dire, pré-chantier. Est-ce qu'il y a encore des... Mais il y a un autre aspect aussi que l'on trouve assez souvent dans les certifications d'ouvrage, c'est qu'il peut y avoir des formations qui sont imposées en fait aux personnes qui vont réaliser les travaux. Si je prends une certification comme Passivhaus, elle impose effectivement des formations. Et si ce n'est pas des formations, elle va imposer très souvent un certain nombre de réunions pour effectivement faire passer les messages à l'ensemble de tous les corps d'État qui interviendront sur le chantier. Donc c'est des réunions sans doute beaucoup plus importantes et beaucoup plus nombreuses que sur les chantiers standards. Donc ça demande vraiment de mettre en place, c'est pas rien quoi, hein, c'est pas quelque chose d'anodin. Et pour certaines entreprises, ça doit être difficile non, à mettre en place. Celles qui sont certifiées sans doute, c'est plus facile effectivement. Après, il y a... Oui, pardon. Avant d'aller sur le chantier, je voulais vous demander par rapport à ces problématiques d'organisation, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire monsieur? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors, oui, tout à fait. Donc, les problématiques d'organisation, moi, ce que je voulais préciser, c'est que un des gros problèmes de pathologie dans la construction vient du manque d'études. Et le fait donc, de mettre en place ce type de dispositif qui impose donc, le temps d'étude, donc c'est porteur de qualité en soi, hein, puisque contrairement à ce qu'on imagine et ce qu'on dit, donc le problème de sinistre sur le chantier, donc qui est souvent fait porter, donc on fait souvent porter donc à l'ouvrier. Il est souvent lié à une mauvaise conception, à une mauvaise coordination, à un mauvais traitement des interfaces entre intervenants. Et donc, dès lors qu'on a un processus imposé dans le cadre de l'étude, avec ce qui vient d'être évoqué, donc on a une meilleure garantie déjà d'avoir de meilleurs fondements à la réflexion et donc, du coup, d'avoir de meilleures précisions quant à la réalisation du chantier. Là, je saurai davantage de ce que j'ai à faire si j'ai bien préparé en amont mon chantier. Enfin, si on a bien préparé en amont le chantier. Alors sur le chantier maintenant, comment ça se passe? Une des grosses différences, c'est peut-être même la différence essentielle entre des réalisations d'ouvrages labellisés et non labellisés, c'est que lorsqu'ils sont labellisés, il y a des obligations d'autocontrôle avec des points d'arrêt obligatoires pour l'entreprise, alors ou des réalisations d'autocontrôle ou même carrément des réalisations de mesures. Je pense par exemple à la perméabilité à l'air des bâtiments où il y a des essais intermédiaires à faire de manière obligatoire. Donc ça veut dire que non seulement il y a des mesures, mais en plus il y aura bien sûr des fiches à transmettre, des fiches d'autocontrôle à transmettre aux certificateurs. Donc les autocontrôles, les entreprises les font de manière systématique. Mais là, pour les ouvrages labellisés, il faut en plus fournir à un tiers les preuves que ces autocontrôles ont réellement fait. L'autocontrôle que je vais aller faire naturellement, on va dire, c'est qu'en plus, je dois avoir une fiche, je remplis ma fiche, je mets un tampon, et donc, je caricature, hein, mais cette fiche sera la preuve normalement que l'autocontrôle a été réalisé, qu'on a bien travaillé. Et à la fois des autocontrôles, il peut même y avoir carrément des mesures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, si on fait des mesures intermédiaires de perméabilité à l'air, par exemple, il faudra déjà obtenir la valeur. Et si on n'obtient pas la valeur, il faudra déjà commencer tout de suite par faire ce qu'il faut pour effectivement rentrer dans les clous de ce qui a été promis. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect chantier. Est-ce qu'il y a autre chose sur le chantier qui vous semble important en termes de changement d'organisation ou de... Après, je pense que les entreprises, lorsqu'elles font des ouvrages qui sont labellisés, il y a 2 points, à mon avis, très importants sur lesquels elles doivent vraiment faire attention. C'est le traitement de tous les points singuliers
beaucoup plus qu'avant sans doute, puisque c'est par exemple pour la perméabilité à l'air aussi. Si on traite mal tous les passages de gaine, s'il n'y a pas de mesure de perméabilité à l'air, c'est pas trop gênant. S'il y en a, là, ça sera une catastrophe. Donc il y a à la fois ça à gérer de manière très précise, et il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est toutes les interventions a posteriori. Si on a oublié de passer des gaines, par exemple, si on est obligé de percer l'enveloppe ou autre, on doit aussi s'assurer après de qui va reboucher, est-ce qu'il a les compétences pour le faire, etc. Et est-ce que le résultat ne va pas être perturbé. Il faut anticiper. Voilà, donc les points singuliers, les interventions a posteriori, et puis après c'est sûr que ça conduit aussi assez souvent à mettre en œuvre des matériels et des matériaux nouveaux. Et donc là, d'où l'intérêt peut-être d'être qualifié par exemple pour le réaliser. Ça donne des garanties après pour le maître d'ouvrage. Voilà. De toute façon, la qualification, c'est toujours un plus, normalement. C'est un plus parce que ça permet de s'assurer que les entreprises, elles ont effectivement du personnel en propre, elles ont des moyens matériels, on les a vérifiées pour être compétentes pour réaliser des travaux. Donc c'est effectivement quand même, pour un maître d'ouvrage, et surtout un maître d'ouvrage labellisé, c'est une garantie vraiment importante. D'accord. Alors, sur cet aspect chantier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, ce qui est important dans ce qui est évoqué sur la problématique de l'autocontrôle, c'est que c'est la formalisation de l'autocontrôle et le systématisme de cette formalisation qui sont importants donc, dans ce type de chantier. Donc, l'entrepreneur sérieux a systématiquement des pratiques d'autocontrôle, mais qu'il ne formalise plus obligatoirement, hein, et puis sur lequel il n'a pas forcément l'habitude de rendre compte. Le fait de le faire donc, dans le cadre de ces processus, donc, sous forme de checklist en fait, hein, et de s'imposer de le faire et de montrer qu'on l'a fait, donc c'est effectivement gage de qualité puisque donc, on évite des problèmes. On n'imaginerait pas aujourd'hui donc, qu'un pilote d'avion ne fasse pas sa checklist donc, avec son papier sous les yeux. Hein, et pourtant, il le connaît par cœur, son papier. Et donc là, l'idée de cet autocontrôle, c'est justement qu'on ne soit pas en situation de déraper. Et on fait sa checklist, et on remplit sa checklist, et on dit que c'est bien à la fin. Et puis, parce que... On dit que c'est bien, on le prouve, on a la checklist. On dit que c'est bien parce qu'en intermédiaire, éventuellement, on a corrigé quelque chose. Donc il n'est pas choquant de dire les checklists, c'est toujours bien. Mais il faut voir ce que la checklist a apporté. Ça a apporté en général... Oui, il ne suffit pas de faire la checklist, il faut aussi fait la petite correction si immédiatement. On a fait la petite correction immédiatement. Voilà. Donc premier élément. Deuxième élément, l'évocation du travail sur les points singuliers. Quand on part tout seul, donc quand on ne travaille pas avec les autres, donc on n'intègre pas forcément donc, les enjeux de certains points singuliers que l'on partage avec les autres. On se dit, moi j'ai fait mon boulot, et puis après ça, il se passe ce qui se passe. Et j'ai fait mon boulot sans toujours me préoccuper de celui qui est venu avant, et puis sans préparer pour celui qui vient derrière. Et c'est là qu'on a des soucis. Donc dès lors qu'on met en place un dispositif donc, qui identifie les éléments importants à contrôler ou à bien préparer donc, sur des points singuliers, donc sur lesquels on trouve donc, régulièrement de la pathologie, donc ça permet de les éviter. Donc c'est un plus obligatoirement. Ça, plus la mesure. Hein. Et la mesure, effectivement, donc, ça peut paraître idiot, mais le fait d'avoir la mesure, de se préoccuper du résultat de la mesure, donc au moment où on a mis, on a rendu obligatoire la mesure de l'étanchéité à l'air. Donc je me souviens, donc, quand je croisais donc, un certain nombre d'artisans, ils étaient très très inquiets en fait du résultat de la mesure parce que comme ils n'avaient pas encore pris un certain nombre d'habitudes, il y avait un réel aléa quant au résultat. Aujourd'hui, il est très très rare de croiser un bon artisan qui se préoccupe du résultat. Il fait la mesure et il connaît son résultat à l'avance. Il se contente de vérifier et c'est complètement rentré dans les mœurs parce qu'il a trouvé tous les petits points donc, sur lesquels il fallait qu'il soit particulièrement attentif. Donc c'est une bonne chose. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'AQC, vous constatez finalement, sur des bâtiments labellisés, moins de sinistres ? Alors, on ne fait pas ce constat-là formel, parce que nous n'avons pas mis en place d'outils donc, qui nous permet de faire une distinction sur la typologie de bâtiments avec sinistre, sur la typologie des intervenants avec ou sans sinistre. Donc, pas plus sur les bâtiments que sur les entreprises ou l'ingénierie qualifiée, on est capable de donner cette information-là. Pour autant... Est-ce qu'elle serait intéressante ? Est-ce que ce serait quelque chose qu'il faudrait aller chercher éventuellement ? Alors, ça peut être intéressant
probablement pas en continu, je veux dire en opération coup de poing pour mesurer à un moment donné donc, la réalité et du coup être encore plus incitatif sur la qualification ou la certification de bâtiments. Mais nous sommes convaincus déjà que ça apporte un plus. Alors nous sommes tellement convaincus que ça apporte un plus qu'on met à la disposition du public donc un outil qui s'appelle 1001 signes. Donc l'ensemble de ces certificats, qualifications, etc., on appelle ça des signes de qualité. Oui, les signes de qualité. Et donc, comme nous sommes convaincus que ces signes de qualité sont porteurs de qualité, et donc de diminution de la pathologie, nous avons développé un outil qui s'appelle 1001 signes, qu'on trouve sur Internet, qui permet au grand public et aux maîtres d'ouvrage professionnels d'identifier les qualifications dont ils ont besoin pour pouvoir faire le chantier. Donc il y a une série de questions qui leur permet de qualifier leur chantier et d'arriver à la 10, 15, vingtaine de signes qui correspondent à leurs besoins. Alors qu'aujourd'hui, il y a des 1001 signes, on a été modeste en disant ça, il y a de l'ordre de 1500 signes de qualité. Oui, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et c'est une jungle très compliquée. Et donc, on a mis ça en place. Donc, on a mis des critères parce qu'on n'a pas mis tous ceux qui voudraient être dedans. Donc, on a des critères. Donc, les signes de qualité de Qualibat, ils sont tous. Mais on a fait certains tris. Et à partir de là, il y a effectivement donc, une amorce d'information qualitative pour le client. Parce que nous sommes convaincus que dès lors qu'on rentre dans un processus, les personnes donc, veulent faire bien. C'est un cercle vertueux. Voilà, c'est un cercle vertueux. Donc elles veulent faire bien. On est dans un processus pour bien faire. Elles font bien et on diminue la pathologie. Et pourtant, cette pathologie ne diminue pas. Et pourtant, globalement, la pathologie ne diminue pas. Donc tous les bâtiments ne sont pas certifiés, qualifiés. Et puis, il y a un certain nombre d'autres phénomènes qui se passent. Voilà, c'est pas lié finalement, parce que là, je vous ai un petit peu... Non. C'est pas lié du tout à la labellisation ou pas du bâtiment. C'est lié à d'autres facteurs qui ne sont pas liés finalement à ces aspects-là. Oui, tout à fait, à d'autres facteurs. Donc, on a en particulier identifié qu'en période de crise, donc, il y a un certain nombre de phénomènes, donc on l'a identifié sur plusieurs crises, il y a un certain nombre de phénomènes qui font que dès lors que la crise est longue, il y a une dégradation de la qualité. Bon. Il y a aussi même phénomène, quand il y a une reprise après une crise longue, il y a à nouveau une dégradation de la qualité. Parce qu'on veut faire vite. Et parce qu'on veut faire vite et parce qu'on a des problèmes de formation et donc de qualification des ouvriers. Hein, puisque en gros, pendant la crise, les ouvriers qualifiés s'en vont. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de travail. Et c'est pas eux qui reviennent. Et donc, il y a à former les nouveaux ouvriers quand on a le temps de les former. Ce qui n'est pas le cas de tous les ouvriers qui viennent temporairement sur les chantiers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire mais toujours avec mon aspect, évidemment, label et certification, comment on fait pour améliorer justement et faire diminuer cette sinistralité ? On fait un gros travail de formation, donc d'incitation, de diffusion de données donc, sur les principales pathologies, hein, ce qui est le job de base de l'AQC. Donc nous déployons différents documents à la disposition des entreprises et des compagnons et à la disposition des maîtres d'ouvrage sur les principaux points donc, générateurs de sinistralité. Donc nous avons une application donc, qui est téléchargeable gratuitement sur les smartphones. Donc j'invite tout le monde à la voir, donc, qui s'appelle Fiche pathologie de la construction. Et là-dessus, je vais retrouver... Et là-dessus, il y a plus de 70 fiches qui identifient des pathologies, qui identifient les causes, qui expliquent comment les éviter et qui donc, détaillent donc, les éléments de référence pour pouvoir les traiter. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième, donc ça c'est pour tout ce que l'on connaît déjà. Je vais vous demander d'accélérer un petit peu, oui. Mais allez-y. Hein. Deuxième outil qui est vraiment très très intéressant et que nous venons de mettre en place, donc grâce à un dispositif qui s'appelle Rex Bâtiment Performant, dans le cadre duquel nous avons fait un gros travail donc, d'identification de pathologies qui sont en train de se mettre en place avec les évolutions technologiques. Et nous faisons un gros travail donc, pédagogique autour de ça. Et nous venons de mettre à la disposition du grand public, là, à nouveau, donc, la semaine dernière, une valise pédagogique donc, qui donne des éléments aux formateurs pour pouvoir monter donc, des formations, des animations, pour sensibiliser, former les acteurs donc, à un certain nombre de problèmes dans la construction et les éviter.
Merci beaucoup. Monsieur Jacquemot, en conclusion, vous, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ? Mais je pense que les certifications d'ouvrage, elles ont en fait largement développé la mesure dans le bâtiment. Si je prends l'exemple de la certification BBC Finergie, c'est grâce à cette certification que la mesure de la perméabilité à l'air, elle est rentrée dans les mœurs. Et ça a fait considérablement évoluer, et dans le bon sens, les enveloppes de bâtiments, en fait. Donc la certification fait évoluer les choses. Et c'est vrai que la perméabilité à l'air, enfin le fait de faire le test, c'est quand même quelque chose qui a fait monter en qualité. Et, ça a fait monter en qualité la réalisation des enveloppes. Et ça vient finalement de la certification. Et ça vient de la certification d'ouvrage. Donc maintenant, le souhait pour Calibat, c'est que pour faire que la 8721 et l'obligation de mesure des réseaux aéroliques fassent aussi évoluer dans le bon sens tout ce qui concerne les passages de câbles, les gaines, la ventilation et autres dans le bâtiment. Là, il y a aussi un beau travail à faire. Un gros travail à faire. Une petite conclusion et puis on va arrêter si vous avez... Vous voulez ajouter quelque chose ? Une conclusion, c'est qu'il faut travailler, parce que c'est par le travail, l'apprentissage, donc on apprend les bons gestes, et après ça, assez naturellement, on les répète sur le chantier, et c'est comme ça qu'on va améliorer la qualité. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit échange sur savoir comment travailler sur le bâtiment labellisé ou certifié. Et puis, cette émission est à retrouver sur Bâti Journal TV et sur le site de Bipositive. À très bientôt, merci. Merci.